Préface de la Fabrique de Crimes de Paul Féval. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Fabrique de Crimes de Paul Féval. Préface. Voici déjà plusieurs années que les fabricants de crimes ne livrent rien. Depuis que l'on a inventé le naturalisme et le réalisme, le public honnête autant qu'intelligent crève de faim, car, au dire des marchands, la France compte 1 ou 2 millions de consommateurs qui ne veulent plus rien manger, sinon du crime. Or, le théâtre ne donne plus que la gaudriole et l'opérette, abandonnant le mélodrame. Une réaction était inévitable. Le crime va reprendre la hausse et faire prime. Aussi va-t-on voir des plumes délicates et vraiment françaises fermer leur écritoire élégante pour s'imbiber un peu de sang. La jeune génération va voir refleurir, sous d'autres noms, des usines d'épouvantables forfaits. Pour la conversion radicale des charmants esprits dont nous parlions tout à l'heure, il faut un motif, et ce motif, c'est la hausse du crime. Hausse qui s'est produite si soudain et avec tant d'intensité que l'Académie française a dû, tout dernièrement, repousser la bienveillante initiative d'un amateur qui voulait fonder un prix Monthyon pour le crime. Nous aurions pu, imitant de très loin l'immortel père de Don Quichotte, railler les goûts de notre temps. Mais ayant beaucoup étudié cette intéressante déviation du caractère national, nous préférons les flatter. C'est pourquoi, pleins de confiance, nous proclamons dès le début de cette œuvre extraordinaire qu'on n'ira pas plus loin désormais dans la voie du crime à bon marché. Nous avons rigoureusement établi nos calculs. La concurrence est impossible. Nous avons fait table rase de tout ce qui embarrasse un livre, l'esprit, l'observation, l'originalité, l'orthographe même. Et ne voilà que du crime. En moyenne, chaque chapitre contiendra 73 assassinats exécutés avec soin, les uns frais, les autres ayant eu le temps d'acquérir par le séjour des victimes à la cave ou dans la saumure un degré de montant plus propre encore à émoustiller la gaieté des familles. Les personnes studieuses qui cherchent des procédés peu connus pour détruire ou seulement estropier leurs semblables trouveront ici cet article en abondance. Sur un travail de centralisation bien entendu, nous avons rassemblé les moyens les plus nouveaux. Soit qu'il s'agisse d'éventrer les petits enfants, d'étouffer les jeunes vierges sans défense, d'empailler les vieilles dames ou de désosser messieurs les militaires, nous opérons nous-mêmes. En un mot, doubler, tripler, centupler la consommation d'assassinats, si nécessaire à la santé de cette fin de siècle décadent, tel est le but que nous nous proposons. Nous eussions bien voulu coller sur toutes les murailles de la capitale une affiche en rapport avec l'estime que nous faisons de nous-mêmes, mais notre peu d'aisance s'y oppose, et nous en sommes réduits à glisser ici le texte de cette affiche tel que nous l'avons mûrement rédigé. Succès, inouï, prodigieux, stupide, la fabrique de crimes, affreux roman, par un assassin. L'Europe attend l'apparition de cette œuvre extravagante où l'intérêt concentré au-delà des bornes de l'épilepsie incommode et atrophie le lecteur. Troppmann était un polisson auprès de l'auteur qui exécute des prestiges supérieurs à ceux de Léotard. 100 feuilletons à 73 assassinats donnent un total superbe de 7300 victimes qui appartiennent à la France comme cela se doit dans un roman national. Afin de ne pas tromper les 5 parties du monde, on reprendra avec une perte insignifiante les chapitres qui ne contiendront pas la quantité voulue de monstruosités coupables, au nombre desquels ne seront pas comptés les vols, viols, substitutions d'enfants, faux en écriture privée ou authentique, détournement de mineurs, effraction, escalade, abus de confiance, bris de serrure, fraude, escroquerie, captation, vente à faux poids, ni même les attentats à la pudeur, ces différents crimes et délits se trouvant semés à pleine main dans cette œuvre sans précédent, saisissante, repoussante, renversante, étourdissante, incisive, convulsive, véritable, incroyable, effroyable, monumentale, sépulcrale, audacieuse, furieuse et monstrueuse, en un mot, contre nature, après laquelle rien n'étant plus possible,
pas même la putréfaction avancée, il faudra tirer l'échelle. Fin de la préface, enregistrée par Ezoa, en Belgique, en novembre 2010. Chapitre 1er de La Fabrique de Crime de Paul Féval. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Messa, Sally, Lina. Il était 10 heures du soir. Peut-être 10h15, mais pas plus. Du côté droit, le ciel était sombre. Du côté gauche, on voyait à l'horizon une lueur dont l'origine est un mystère. Ce n'était pas la lune est bien connue. Les aurores boréales sont rares dans nos climats, et le Vésuve est situé en d'autres contrées. Qu'était-ce? 3 hommes suivaient en silence le trottoir de la rue de Sévigné et marchaient un à un. C'étaient des inconnus. On le voyait à leurs chaussons de lisière et aussi à la précaution qu'ils prenaient d'éviter les sergents de ville. La rue de Sévigné, centre d'un quartier populeux, ne présentait pas alors le caractère de propreté qu'elle affecte aujourd'hui. Les trottoirs étaient étroits, le pavé inégal. On lui reprochait aussi d'être mal éclairé, et son ruisseau répandait des odeurs particulières où l'on démêlait aisément le sang et les larmes. Un fiacre passa. Le rémouleur imita le sifflement des merles. Le joueur d'orgue et le cocher échangèrent un signe rapide. C'était Mustapha. Il prononça 4 mots seulement. Ce soir, Silvio Pellico. Au moment même où la 11e heure sonnait à l'horloge carnavalet, une femme jeune encore, à la physionomie ravagée, mais pleine de fraîcheur, entr'ouvrit sans bruit sa fenêtre située au 3e étage de la maison du repris de justice. Une méditation austère était répandue sur ses traits, pâlis par la souffrance. Elle darda un long regard à la partie du ciel éclairée par une lueur sinistre et dit en soupirant: « L'Occident est en feu. Le fils de la condamnée aurait-il porté l'incendie au sein du château de Mauruse ?» Un cri de chouette se fit entendre presque aussitôt sur le toit voisin, et les 3 inconnus du trottoir s'arrêtèrent court. Ils levèrent simultanément la tête, en tressaillant. Le premier était bel homme, en dépit d'un emplâtre de pois de Bourgogne qui lui couvrait l'œil droit, la joue, la moitié du nez, les 3/4 de la bouche et tout le menton. À la vue de cet emplâtre d'une dimension inusitée, un observateur aurait conçu des doutes sur son identité. Rien, du reste, en lui ne semblait extraordinaire. Il marchait en sautant, comme les oiseaux. Son vêtement consistait en une casquette moldave et une blouse taillée à la mode garibaldienne. La forme de son pantalon disait assez qu'on l'avait coupé dans les défilés du Caucase. Il n'avait point de bas, ni de décorations étrangères. Sous sa blouse, il portait un cercueil d'enfant. Le second, plus jeune et vêtu comme les marchands de contremarque, avait en outre des lunettes en similor pour dissimuler une loupe considérable qui déparait un peu la régularité de ses traits. Le 3e et dernier, doué d'une physionomie insignifiante en apparence mais féroce en réalité, portait la livrée des travailleurs de la mer, sauf l'habit noir et la cravate blanche. Le reste de son costume consistait en un gilet de satin lilas et un pantalon écossais. Évidemment, ils avaient adopté tous les 3 ces divers travestissements pour passer inaperçus dans la rue de Sévigné. Quels étaient leurs desseins? Il était facile de reconnaître à première vue, malgré le masque de tranquille indifférence attaché sur leurs visages, que c'étaient 3 malfaiteurs intelligents et endurcis. À l'instant où ils levaient les yeux vers le toit d'où le cri de chouette venait de tomber, une fusée volante s'alluma et décrivit dans les airs une courbe arrondie. « C'est le signal !» dit le premier inconnu. « La route est libre !» ajouta le second. « Rien n'arrêtera nos pas. » Le 3e conclut: « Mort aux malades du docteur Fandango !»
La fenêtre du 3e étage se referma avec précaution, et Mandina de Hachecor, l'amante du gendarme, car c'était elle, pensa tout haut: Mustapha tarde bien. Si le fils de la condamnée a réussi, tout n'est pas encore perdu. Elle disparut après avoir jeté un dernier regard à la lueur lointaine qui rougissait la portion occidentale du ciel. Les 3 inconnus, cependant, s'étaient retournés au son de leurs propres voix et groupés en rond d'un air impassible. L'école du danger leur avait appris à contenir l'expression de leurs craintes et de leurs espérances. Tout le monde dans Paris sait quelle est la grandeur des véhicules de l'ancienne compagnie Richer, appartenant aujourd'hui à messieurs Lesage et compagnie, industriels de la Villette. Une de ces voitures, si propres par leur taille à cacher des armes prohibées, des trappes et des doubles fonds, ainsi qu'à dissimuler des conspirateurs, était arrêtée devant le trottoir. Elle abritait momentanément nos 3 inconnus contre tous les regards. Ils s'examinèrent l'un l'autre minutieusement. « Messa !» prononça avec mystère celui qui était bel homme en dépit d'un emplâtre de dimension inusitée. « Sali !» fit le second. « Lina !» acheva le 3e. Gringalet, l'enfant naturel de l'huissier de la place des Vosges, entendit ces 3 étranges locutions. Il les réunit, les dédoubla et dit en lui-même: « Ça fait Messalina !» C'était un impubère vif, grêlé, gracieux, rieur et bancroche comme tous les gamins de Paris. À la voiture de vidange à air comprimé, 3 grands chevaux percherons étaient attelés. Gringalet, souple comme un serpent, eut l'idée de se glisser entre la queue et la croupe de l'un de ces animaux. Une fois installé là, convenablement, il prêta l'oreille. Sa curiosité était éveillée. Son intelligence précoce l'avertissait que ce nom coupé en 3 était le symptôme d'une situation saisissante. En effet, celui qui avait prononcé le mot Messa tendit ses mains aux 2 autres. Ils échangèrent aussitôt plusieurs signes maçonniques connus d'eux seuls. Après quoi Sali tira de son sein un pli scellé aux armes de Rudelame de Carthagène, ancien seigneur du pays, ruiné par des cataclysmes, et Lina montra une bouteille, bouchée à l'aide d'un parchemin vert. « 18 » prononça-t-il à voix basse. « 24 » répliqua Sali. « 33 » gronda Messa d'un accent caverneux. « Tous clients du docteur Fandango !»« Tous clients du docteur Fandango !» répétèrent Sali et Lina. Gringalet croyait rêver. Messa poursuivit, en soulevant un peu son emplâtre pour respirer plus commodément l'air de la nuit. « Total général 73, c'est notre compte. » Les 2 autres firent écho, répétant « 73, c'est notre compte. » Et Messa, avec une gaieté farouche, ajouta « Monsieur le duc sera content, je lui en apporte un petit par-dessus le marché. » En même temps, il frappa le cercueil d'enfant qui rendit un son lugubre. Gringalet comprenait vaguement. La moelle de ses os se figeait dans ses veines. « C'est donc bien vrai ce que disent les romans à 1 sou ?» pensa-t-il. « Paris contient d'épouvantables mystères. Ces inconnus sont peut-être les 3 pieuvres mâles de l'impasse Guéménée. » Sa voix s'arrêta dans son gosier, tout son corps trembla. Si c'était vrai, une simple queue de cheval percheron le séparait d'un trépas inévitable. Sali, cependant, toucha son pli scellé d'armes nobiliaires et murmura: « Le fils de la condamnée nourrit des projets. Monsieur le duc nous convoque pour cette nuit dans les galeries qui s'étendent sur le fleuve. »« C'est bien, » dit Messa. « Depuis la dernière assemblée, 300 et quelques squelettes nouveaux ornent ces souterrains dont Paris, ville de plaisirs insouciants, ne soupçonne pas même l'existence. » Cette nuit, fit Sali avec un sarcasme cruel, il s'agit de la jeune et belle Elvire.
Un triple éclat de gaieté sinistre ponctua cette communication et lina débouchant sa bouteille de fer-blanc ajouta: donnez vos fioles. Pendant que la voiture de vidange à air comprimé nous protège contre tous les regards, je vais faire la distribution de l'élixir funeste. Fin du chapitre 1er, enregistré par Ezois en Belgique en novembre 2010.